Donc, eau et énergie, des ressources à économiser en copropriété, des ressources qui se font rares et aussi des ressources qui coûtent de plus en plus cher. Alors, moi, j'avais vu là récemment, on a toujours des observatoires de charges qui sortent à cette époque de l'année. Et grosso modo, j'avais vu que les charges de chauffage et d'eau représentaient plus d'un tiers des dépenses totales du budget de la copropriété. Donc, c'est quand même beaucoup. Et donc, c'est d'autant plus important qu'il y a une répartition, bien sûr, de la facture d'eau et de chauffage qui se fait en fonction des tantièmes de copropriété, comme vous le savez. Et donc, il est nettement préférable de pouvoir avoir une bonne connaissance de sa consommation, de pouvoir mesurer sa consommation pour payer, pour payer ce que l'on consomme exactement et pas autre chose. Donc ça, c'est un sujet qui a été pris en compte dernièrement par la réglementation. Et donc, il y a eu une obligation, bien sûr, de mettre en place les répartiteurs de frais de chauffage dans les copropriétés dans la mesure où on pouvait les installer. Et il y a la même chose aussi pour l'eau. Donc voilà, donc on va revenir sur ces sujets-là. Donc voilà, Charles nous a rejoint. Bonjour Charles. Et donc on va introduire nos intervenants de ce soir et notre invité surprise. Donc, alors, donc moi, je suis Isabelle Daon, déjà, je commence par me présenter. Donc, je suis fondatrice de monimmeuble.com, le magazine en ligne de l'immobilier et de la copropriété. C'est ce magazine qui vous a invité ce soir pour ce rendez-vous mensuel qui est le rendez-vous copro, rendez-vous thématique dans lequel on traite de tous les sujets de la copropriété. Alors, donc pour ce sujet sur l'eau et l'énergie, j'ai voulu réunir des acteurs, hein, des experts du domaine, de ces domaines. Donc, nous avons Jérôme Bazot, qui est directeur régional pour la société Hydrosonic, et chacun va se présenter, bien entendu. Nous avons Stéphane Giacomoni, qui est directeur commercial pour Multimat Comptage. Nous avons Daniel Salomon, qui est directeur commercial habitat privé chez Engie Solutions. Et on voit pas très. Ça coupe un petit peu le bas des logos, hein, Gladys. Hein, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Chez moi, ça coupe un petit peu. Et on a également Charles Bobot qui nous a rejoint et qui va rester un petit peu avec nous sur le début de cette session, qui est avocat, qui est spécialisé dans le droit de l'immobilier, le droit de la copropriété, qui est cofondateur du cabinet BJA. Alors, on peut continuer. Donc, bon, là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, pour économiser l'eau et l'énergie, bon, bien sûr, bon, là, c'est assez succinct. Il y a des solutions et donc, donc, ça, tu peux passer. On reviendra là-dessus, mais bon, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est aussi faire un petit état des lieux de la situation actuelle sur le marché de l'énergie et plus particulièrement. Alors, donc, vous savez, comme à chaque fois, on fait toujours une petite autopromotion très rapide. Donc, pour ceux qui souhaitent s'abonner à notre club, nous avons un abonnement pour les copropriétaires qui est très intéressant puisque vous avez la permanence juridique, vous avez les replays de tous nos ateliers, que ce soit les ateliers juridiques, compta, et un certain nombre de documents que vous retrouvez dans votre espace membre. Donc, tout ça pour la modique somme de 57 € pour une année. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous avons aussi un abonnement pour les professionnels. Donc, ce sont toutes les sociétés qui interviennent sur ce marché et qui souhaitent être visibles, notamment dans notre guide des professionnels de la copropriété. Voilà. Ensuite, nous avons un agenda qui se termine là pour cette fin d'année, mais qui va reprendre aussitôt dès le mois de janvier.
Donc, nous avons des rencontres tous les mois, hein. Je rappelle que le rendez-vous copro est mensuel. Donc, dès le mois de janvier, alors bon, fin janvier quand même, hein, on va se reposer un petit peu d'ici là. On va avoir un sujet à nouveau sur le chauffage et la ventilation en copropriété. Et pour le mois de février, on va parler des équipements et notamment de ceux qui facilitent la vie au quotidien des copropriétaires. Alors, ensuite, on a un mois sur deux atelier juridique, atelier compta. Donc, atelier juridique, prochain atelier le 11 janvier, ça sera sur le plan, le projet de plan pluriannuel de travaux. Et ensuite, en février, on va partir sur l'atelier compta et là également sur la comptabilisation des travaux en copropriété. En général, on fait un parallèle entre l'atelier juridique et l'atelier compta. Et ensuite, voilà, vous avez de toute façon tout le programme de l'année à venir dans le site monimmeuble.com sur l'onglet événements et vous pouvez dès à présent vous inscrire à tout. Tout est ouvert pour les inscriptions. Alors, je rappelle que pour les questions, c'est possible d'en poser à tout moment dans le chat, la petite bulle en bas qui est la petite bulle discuter, et également, si vous le souhaitez, dans les questions et réponses. Voilà, donc, bon, voilà, ok. Donc, voilà, donc, alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne répond pas forcément à toutes les questions tout de suite, hein. C'est pour ça que je vous demande de les inscrire. Et au fur et à mesure, alors les intervenants pourront à tour de rôle répondre aux questions, surtout s'ils sont interpellés directement. Et alors, donc, il y a des questions dans le chat et des questions dans les questions et réponses. Et puis moi-même, je piocherai dans ces questions au fur et à mesure pour animer cet atelier. Voilà, voilà. Alors, quand c'est des choses un peu trop particulières ou qui demandent quand même une étude, bon, je pense que on transmettra les questions aux personnes les plus expérimentées pour y répondre. Parce que, bon, déjà, ce soir, on ne pourra pas forcément répondre à toutes vos questions. Donc, alors, je vais demander à chacun de se présenter brièvement. Et ensuite, on attaquera sur le premier sujet. Donc, alors moi, je vous vois dans un ordre, mais je ne sais pas si tout le monde vous voit dans le même. Donc, je vais demander peut-être à Daniel. Pour moi, c'est le premier dans la liste. Donc, Daniel Salomon, une petite Avec présentation plaisir. d'Engie Solutions. Bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Salomon, je suis le directeur d'une entité d'Engie Solutions qui s'occupe de l'habitat privé. Alors, juste pour vous présenter un petit peu l'organisation. Donc, Engie Solutions est la société, est l'organisation qui, dans le groupe Engie, s'occupe de toutes les solutions de performance énergétique. Et il y a deux grandes organisations au niveau d'Engie Solutions, une qui s'occupe que des réseaux de chaleur et une autre qui s'occupe du reste. Et donc, à l'intérieur de cette organisation, en Île-de-France, nous avons une organisation par segmentation de clientèle, ce qui n'est pas nécessairement vrai en province, où les entités d'Engie Solutions s'occupent de tous les types de clients. Donc, sur l'Île-de-France, nous avons une organisation donc, par segment de clientèle, donc une organisation qui s'occupe que des collectivités, une autre qui s'occupe des bailleurs sociaux, une autre concernant tout le tertiaire, et une dernière qui s'occupe de l'habitat privé, donc j'assure le développement et la direction commerciale. Donc c'est une organisation donc, qui gère 100%, qui passe 100% de son activité pour la copropriété ou des monopropriétaires. Et nous avons donc plusieurs centaines et milliers d'installations en entretien, donc sur toute l'Île-de-France. Et avec une particularité, c'est que nous privilégions donc des installations de performance énergétique sur lesquelles nous assurons donc des engagements de performance énergétique et nous allons y revenir justement dans le cadre de cette discussion. Exactement. Exactement, puisque ça fait partie des solutions aussi à apporter sur ce sujet. Ensuite, alors moi, je vois Jérôme Bazot. Donc Jérôme, une petite présentation hydrosonique. Oui, bonjour à tous, Jérôme Basso. Je suis le directeur de l'entreprise Hydrosonique en Île-de-France.
Donc on est spécialisé, nous, c'est une entreprise d'assainissement spécialisée dans le curage des canalisations d'évacuation dans les copropriétés. Donc notre but, en fait, c'est de nettoyer tous les réseaux, que ce soit des réseaux d'eau usée, eau vanne, eau pluviale, pour permettre un bon écoulement et, et donc d'éviter tous les problèmes de refoulement. Donc, Ok, nous intervenons principalement en Île-de-France et les copropriétés représentent à peu près 80% de nos clients. exactement. Donc, une vraie expertise sur ce marché. Alors, Stéphane Giacomoni pour Multimat Comptage. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Stéphane Giacomoni. Donc, je suis le responsable de l'entreprise Multimat Comptage. Donc, Multimat Comptage est une entité qui aide finalement les copropriétés qui sont nos clients exclusifs. Donc, c'est-à-dire que 100% de notre parc est constitué de copropriétés. On aide ces immeubles à comptabiliser individuellement leurs charges. Donc, on a différents systèmes. Il y a l'eau dont on va parler. Il y a également le chauffage qui peut être réparti de différentes façons par peut-être des répartiteurs ou des compteurs d'énergie thermique. Donc, il y a différentes technologies selon les typologies d'immeubles. Et donc, nous, on va s'occuper d'aider les immeubles finalement qui n'ont pas d'appareil de comptage à leur en installer. Finalement, donc elle est posée. Donc, on a nos techniciens qui vont venir les poser, les raccorder. Et ensuite, derrière, on va faire toute la partie d'entretien, de maintenance et de relève de ces appareils pour fournir à tous les copropriétaires des bordereaux qui vont aider les syndics principalement à répartir ces charges d'eau et de chauffage de façon on va dire, la plus équitable possible. Et on va aussi, donc, dans ce volet, c'est vrai qu'il se développe beaucoup, mais qui existe depuis longtemps, mais qui se développe depuis quelques années, c'est d'aider finalement à repérer les endroits où il y aurait des fuites, des anomalies, donc à enrichir finalement toutes ces données pour, en plus de simplement avoir la comptabilité de ce qui est consommé par le logement, pouvoir dire aux gens s'il y a des dérives de consommation, s'il y a Bon, des on va, fuites. on va, on va revenir Voilà, parler là-dessus, de tout Stéphane. C'est ça très en important. détail, mais bon, voilà, Exactement. pour C'est élargir un petit vraiment peu. très, très important. Effectivement. Alors, Gladys, elle a disparu, mais et avec le petit incident qu'on a eu tout à l'heure, du coup, j'ai oublié de la présenter. Donc, je suis désolée, Gladys. Donc, Gladys, elle est responsable du marketing digital pour mon immeuble. Et donc, elle co-anime ce soir avec moi pour la partie opérationnelle et partage de slides. Et aussi, elle va vous transmettre un certain nombre d'informations via le chat. Oui, Et ce que j'allais dire, j'ai pas disparu, je suis en train du coup de tout noter dans le chat pour que vous puissiez avoir tous les liens, etc. je n'en doutais pas une seconde. Bon, je te laisse continuer. Je ne veux pas te perturber. Et puis, nous avons Charles Bobot. Alors, bonjour Charles. Alors, je ne sais pas si ton micro est allumé. Tu peux peut-être te présenter également, hein. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Alors, Merci. on t'entend, mais on ne te voit plus, hein. Mais bon, c'est pas Ah, grave. bon, alors je mettrai la vidéo juste après. D'accord, Euh, ça marche. Merci Isabelle, merci Gladys pour l'organisation de ce podcast. Je suis avocat associé du cabinet BJA, impliqué dans tous les sujets concernant la copropriété, membre de différentes associations et fédérations, la NGC, CalISR, le think tank de la FNEM Grand Paris, bref, tous les sujets qui tournent autour de la copropriété m'intéressent, et donc je m'implique en ce moment dans la préparation de résolutions type. Donc par exemple, quand il y a eu les transferts de colonnes de gaz, de colonnes électriques, pour peut-être demain les colonnes d'eau à voir, le sujet du bouclier tarifaire, des préconisations concernant les contrats à prix fixe, comment faire concernant les discussions qu'on peut avoir avec les fournisseurs. Que peut-on attendre du décret énergie concernant le gaz, mais également concernant l'électricité? Voilà les sujets qui nous animent et pour lesquels je suis avec vous aujourd'hui.
Eh ben, voilà, on compte vraiment sur toi pour nous éclairer d'ici à quelques instants. Alors, donc merci à tous. Et donc justement pour ouvrir alors c'est pas un débat hein, puisque chacun est complémentaire et apporte sa solution à l'édifice, on va dire. Mais ça sera plutôt on va dire une table ronde où chacun pourra intervenir et répondre. Donc moi, ce que je voulais dans un premier temps, c'est faire un petit état des lieux parce que bon, on a vécu quand même des périodes très mouvementées. Bien sûr, on a eu la crise sanitaire, ensuite on a eu une reprise de l'activité post-Covid, après on a eu à nouveau une guerre qui s'est déclarée à nos portes en Ukraine, et tout ça bon, a eu des incidences très importantes sur le prix des matériaux, sur le pouvoir d'achat des ménages, sur le coût de l'énergie. Donc, je voulais vous demander à chacun la façon dont vous avez vécu ça peut-être dans vos activités respectives et aussi peut-être où on en est actuellement, puisque j'ai vu, bon, je suis un petit peu les courbes des coûts de l'énergie et j'ai vu que bon, il y avait quand même on redescendait quand même, ça a rebaissé un petit peu au niveau des coûts. Et je voulais savoir si vous aviez des informations par rapport à ça. Et voilà. Donc déjà, après, j'ai d'autres questions aussi sur ce sujet, mais déjà que chacun puisse s'exprimer là-dessus. Alors, qui veut commencer? Je veux bien en matière d'énergie. Daniel, ouais, bien oui, évidemment. Je m'en doutais un peu. Vas-y, Euh, vas-y. donc, en matière de prix de prix de l'énergie, notamment du prix du gaz, donc effectivement, depuis un peu plus d'un an, le prix est monté sur des niveaux vertigineux. Pour vous donner des ordres de grandeur, donc en été 2021, on était capable de trouver des prix fixes, donc aux alentours de 20, 25 euros, 30 euros grand maximum du mégawattheure, donc sur une durée assez importante, puisqu'on pouvait aller jusqu'à 4 ans. Mhm. Ensuite, plus on a avancé à fin 2021, on a été confronté à une hausse vertigineuse du prix du mégawattheure pour diverses raisons, voilà, à la fois d'inquiétude, de contexte géopolitique, de tensions internationales, comment dire, le début de la guerre donc, en Ukraine en février 2022. Et donc, on est monté sur des niveaux aux alentours de 150 et même on est monté jusqu'à 180, voire 200 euros du mégawattheure. Donc, le rapport a été quasiment de 1 à 10 en l'espace de 4-5 mois. Donc, c'est à ce moment-là que le gouvernement a décidé d'accompagner en fait donc les copropriétés et les ménages français en mettant en place un bouclier tarifaire pour essayer de caper, donc de maximiser cette augmentation. Et elle a été calée aux alentours précisément donc de 65 euros du mégawattheure. Donc, voilà le marché donc, tel qu'il est sur l'année 2022. Donc, le marché est toujours très tendu à l'heure actuelle. En ce sens que d'abord, il y a beaucoup de fournisseurs qui ne sont plus présents sur le marché, ou en tout cas qui refusent carrément peut-être même de donner des prix, ou en tout cas de ne pas respecter leurs engagements et leurs signatures. Charles en reparlera sans doute un petit peu Exactement. Oui, oui, c'est tout à fait ça. voilà, sur cette clause d'imprévisibilité, hein, il rentrera dans le détail. Donc voilà, donc en fait, il y a peu de fournisseurs maintenant qui respectent leurs engagements. Je dois dire qu'Engie en fait partie, bien évidemment, mais bon, voilà, donc il y a cette inquiétude au niveau de la garantie du maintien des prix tel qu'il aurait pu être mis en place. En ce sens que, à aujourd'hui, donc, en termes de tarification, il n'existe pas grand-chose sur le marché. On n'a que l'indice PEG, donc, qui est l'indice de référence du marché boursier du gaz, qui donne l'évolution de celui-ci mensuellement, quotidiennement et en fait mensuellement, qui donne en fait la visibilité du marché du gaz. Donc, à aujourd'hui, au mois de décembre, donc, nous sommes à 105,12. Donc, l'indice PEG donc, est à 105,12. Donc voilà, ce qui donne une tendance pour l'instant assez claire du marché, qui est plutôt à la hausse
pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur des baisses plus importantes. Moi, j'avais vu que pour le gaz, là, on était pour les prix de janvier à plus 8,5%. Oui, alors pour le coup, ce n'est pas très facile d'extrapoler Ouais. sur l'avenir. C'est vrai que pendant l'été 2020, la dernière été, on imaginait que courant 2023, le marché allait baisser. C'est un peu toujours la tendance. Bon, pour l'instant, on est quand même à un niveau relativement élevé, puisqu'on est aux alentours de 105, juste en termes d'indice. Donc, ce qui veut dire qu'on rajoute ensuite des taxes, des termes variables de distribution, ce qui donne un prix globalement aux alentours de 140 euros du mégawattheure. Bon, voilà pour vous donner des ordres de grandeur. Donc, ce qui est très important. Donc, voilà où on en est. Donc, maintenant. Par contre, l'électricité, ça baisse quand même, là. Alors, l'électricité est aussi un marché un peu à part et un peu atypique parce que, voilà, on entend on a connaissance de prix du kilowattheure à plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est vrai que ça fait peur. C'est très disparate suivant les offres des fournisseurs et suivant les catégories professionnelles. Donc, effectivement, le particulier est accompagné, mais là aussi, on a des ordres de grandeur qui sont très importants. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que l'État accompagne les ménages et la copropriété sûrement jusqu'en 2022, de manière quasi certaine sur 2023, donc avec le bouclier tarifaire, dont on n'a pas encore exactement les dernières modalités. À la fois Alors, là, pour l'instant, Daniel, c'est surtout pour le gaz. Oui, absolument, pour le gaz. Pour le gaz, il faut préciser parce qu'on a des questions aussi pour l'électricité, mais pour l'électricité, bon voilà, je ne sais pas, on n'a pas de visibilité pour l'instant. Charles, alors vas-y, mets ton micro, Charles. Le quoi qu'il en coûte énergétique concerne-t-il le gaz et l'électricité et jusqu'à quand, et cela concerne-t-il tout le monde? Je vais juste vous donner le dernier état de la réglementation. Donc c'est le décret du 9 avril 2022 qui a en effet prolongé, comme ça vient d'être dit très clairement, le bouclier tarifaire pour le gaz, pour le logement collectif, jusqu'à la fin 2022. Donc nous sommes déjà en décembre, donc très bien. Comment est-ce que les copropriétés peuvent bénéficier de ce bouclier qui n'est pas complet, c'est uniquement selon le tarif réglementé du mois d'octobre 2021, avec un plancher, un plafond, donc chaque mois c'est différent. On a l'impression que les calculs sont faits de manière suffisamment savante pour que les copropriétés ne puissent pas vraiment savoir ce à quoi elles ont droit. Elles ne sont pas payées immédiatement, elles sont payées via le mécanisme d'un avoir, c'est-à-dire avec un effet retard. Autrement dit, pour l'instant, les copropriétés doivent elles-mêmes faire l'avance de l'augmentation du prix du gaz. C'est seulement dans un second temps qu'elles vont bénéficier d'un avoir, c'est-à-dire sur le paiement des charges de gaz futures. Sachant que le montant du bouclier tarifaire tel qu'il a été annoncé pour 2023 passe de 3% à 15%, donc il y a une baisse de la prise en compte le bouclier est moindre, il protégera moins les copropriétés. L'idée, c'est d'avancer vers la sobriété énergétique et d'inviter les copropriétés à faire des efforts. Donc, quelque part, c'est une sorte de chantage. Chantage qui peut être, d'une certaine manière, effectué par certains fournisseurs. Je m'explique. Certains contrats de gaz ont été conclus à prix fixe, c'est-à-dire que le fournisseur d'énergie c'était couvert pour une période de 3 à 4 ans. Or, quand on était avant la guerre en Ukraine, eh bien, ils pouvaient miser, spéculer sur une baisse du prix du gaz. Et donc, dans ce cas-là, ils n'auraient pas fait de cadeau aux copropriétés. À l'inverse, vu les circonstances qui sont quand même graves, eh bien, certains fournisseurs se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne s'étaient pas véritablement couverts. Ils avaient un peu spéculé. Et donc, il y a certains chantages qui ont lieu. C'est de demander soit la résiliation du prix du gaz, soit une augmentation.
Or, le contrat étant la loi des parties, en principe, même en utilisant la théorie de l'imprévision, c'est-à-dire qu'en cas de changement des circonstances, eh bien, il est possible en droit des contrats, il y a certains fondements qui le permettent de demander une renégociation à la hausse. Après tout, on n'est pas non plus pour que des fournisseurs d'énergie tombent en liquidation judiciaire. Ça pourrait avoir des conséquences assez graves sur les copropriétés. Donc, des discussions, pourquoi pas, mais on ne doit pas prendre en otage les copropriétés et dire, par exemple, que ces discussions doivent avoir lieu devant le médiateur de l'énergie. Voilà la préconisation que je vous recommande. Dernier point que je voulais évoquer très brièvement, c'est concernant l'électricité. Il a été annoncé sur France Info à la fin du mois de novembre par le ministre du Logement qu'il y aurait également un bouclier électricité qui serait d'ailleurs rétroactif. Je le dis avec beaucoup de prudence parce que tant que je ne vois pas ni un décret ni un arrêté, j'attends. La parole politique, voilà, je lui fais confiance, mais je préfère la lire. Donc, il y aurait également une prise en compte pour l'électricité en 2022 et ce serait rétroactif, c'est ce qui a été annoncé. Et on attend de voir également pour 2023, parce que 2023, c'est demain. Très bien. Oui, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, d'une part par Elisabeth Borne pour l'extension sur 2023 du bouclier, et puis effectivement, il y a eu aussi des annonces du ministre. Donc, mais pour l'instant, aucun décret, c'est ça, hein. Rien. Donc, voilà, il faut. Donc, pour tous ceux qui posent la question régulièrement de ce qu'il en est du bouclier, de si on sait si on va encore être aidé ou pas, on ne peut pas vous répondre parce qu'on n'a pas l'information et les décrets ne sont pas parus. Donc, pour rebondir juste pour terminer sur le bouclier tarifaire, donc le bouclier tarifaire a été mis en place au 1er novembre 2021. Donc, il y a eu une première période entre le 1er novembre 2021 au 28 février 2022. Et donc, les avoirs correspondant à ce bouclier tarifaire ont été émis pendant l'été ou juste avant l'été. Il y a une deuxième période, donc entre le 1er mars et fin juin, de ce bouclier tarifaire où les avoirs sont en train d'être émis. Donc, d'ici la fin du mois, normalement, tous les avoirs auront été émis pour cette période. Reste la période entre le 1er août et fin décembre où ceux-là ne seront émis que pas avant avril, voire l'été 2023. Donc, effectivement, il y a un décalage, et c'est ce que disait Charles, un décalage significatif entre la facturation sur la base contractuelle et l'émission de ces avoirs. Bon, voilà, maintenant, on verra ce que réserve le prochain décret et comment ça s'articule. Mais en tout cas, effectivement, donc, conséquences significatives sur les budgets et déséquilibres importants, ça c'est clair. Alors, et pour nous, comment dire, énergéticiens, des créances effectivement qui s'amplifient. Hein, donc, c'est compliqué pour tout le monde, absolument. Alors, Charles, peut-être, puisqu'on est toujours sur ce thème-là, savoir les préconisations qu'on peut faire aux copropriétaires qui auraient reçu des relances de leurs fournisseurs, voire des documents du style mise en demeure. Donc j'ai cru comprendre que certains dossiers de copropriété étaient suivis par le cabinet BJA. Donc, je voulais savoir ce qui se passait justement sur la démarche et ce que vous aviez mis en place pour soutenir ces copropriétés. Oui, donc on est en période de crise et en période de crise, on préconise toujours le dialogue. Donc, pour les copropriétés, déjà, ça ne concerne pas toutes les copropriétés, hein, c'est uniquement les copropriétés qui bénéficiaient d'un contrat à prix fixe et pour lesquels les fournisseurs, et encore une fois, ça ne concerne pas tous les fournisseurs, ont voulu échapper au prix fixe en indiquant qu'il faudrait accepter une augmentation du prix du gaz.
Eh bien, là-dessus, ma recommandation, c'est vraiment de saisir. Si on a des médiateurs dans le décor, on va dire, c'est pas pour la beauté du geste, c'est vraiment, ils ont une fonction, c'est une fonction de médiation. Donc, demander la saisine, saisir le médiateur et indiquer qu'en attendant, on maintient le prix du gaz tel qu'il a été prévu au terme du contrat fixe, à prix fixe. Autre information, et comme ça vient d'être rappelé, c'est vrai que les fournisseurs d'énergie se retrouvent à jouer avec beaucoup de créances, puisque eux font les attestations auprès de l'État pour bénéficier des finances de l'État pour prendre en compte le bouclier tarifaire, et ensuite elles sont transférées aux syndicats des copropriétaires. Donc, les syndicats de copropriétaires doivent bien veiller à ce que les fournisseurs leur aient transmis les attestations d'éligibilité aux aides, et leur demander, selon le calendrier qui vient d'être indiqué, si ces aides ont bien été perçues, afin qu'ils puissent les répercuter le cas échéant. Voilà, on est dans une période de crise. Cette période, il est impératif d'être vigilant concernant la suite. Pour la suite, il y a un projet de décret dont on entend parler, mais on ne peut pas avoir de certitude, comme quoi demain, ce ne serait plus au syndicat des copropriétaires de faire l'avance, parce que là, en attendant, on réunit des assemblées générales supplémentaires pour approuver des budgets, parce qu'on est déjà hors budget. Parfois, l'avance des copropriétaires a été entièrement consommée. Il y en a même qui ont consommé le fonds de travaux pour faire face aux dépenses de budget. Il y en a même qui, à Nice, ont pris la décision tout simplement de couper le chauffage pendant l'hiver. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'arriver dans des situations extrémistes, donc d'arriver dans une situation plus modérée, faire preuve de sobriété énergétique et d'être attentif également à la relation avec son fournisseur d'énergie, parce que voilà, il faut pas oublier que c'est un partenaire, et que ça ne doit pas emporter non plus la faillite de fournisseurs d'énergie, comme on a pu le voir dans le passé. Exactement. Donc, une parole sage, Charles. Très bien. Parfait. Oui, alors, bon, avant de rentrer dans les solutions, donc on a parlé du bouclier tarifaire, mais le gouvernement, bon, a aussi mis en place d'autres soutiens et d'autres aides pour les ménages qui sont quand même en difficulté, et a mis en place notamment la sobriété énergétique pour inciter tous les consommateurs à maîtriser leur consommation et à être responsables de leur consommation. On a aussi mis en place un dispositif pour éviter les coupures éventuelles, je rappelle qu'on est quand même en période de chauffe et en plein hiver, et il fait très froid. Donc, pour éviter que l'électricité soit coupée, ou qu'il y ait des problèmes d'alimentation en gaz, mais ce qui ne sera pas le cas, on a mis en place des dispositifs. Alors, on a EcoWatt pour l'électricité, on a EcoGaz pour le gaz, et c'est aussi pour maîtriser les pics de consommation, hein, s'il y en a. Alors, peut-être que Charles veut aborder aussi cette question de la sobriété énergétique. Alors, micro, toujours. C'est l'un ou l'autre. Oui. Non, naturellement, là, c'est plus ma partie. C'était pour vous saluer. Naturellement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. On a autour de cette table ronde les meilleurs experts pour en parler. Je vous avais dit que je t'ai pris parce que j'ai un autre rendez-vous qui m'enchaîne. Donc, c'était pour vous remercier. Et, c'est parfait. Merci, Charles, pour ces propos et ces précisions sur des questions qui sont vraiment importantes et qui intéressent tous nos lecteurs. Donc, à bientôt. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Bon, on te laisse nous quitter. Ça marche. Alors, donc, je reviens sur la sobriété énergétique. Alors, peut-être que les uns et les autres, vous en avez entendu parler. Alors, peut-être, bon, là, pour l'instant, on est vraiment, c'est vrai que ce sont des choses qui sont plus, qui concernent plus les énergéticiens, mais bon, ça nous concerne tous aussi en tant qu'usagers et consommateurs. Est-ce que Daniel a quelque chose à ajouter par rapport à ça?
Oui, alors nous, nos solutions en termes d'efficacité énergétique, en fait, sont de deux ordres. Il y a deux axes pour nous, pour maîtriser en fait nos budgets et nos consommations. Il y a un socle commun qui concerne la sobriété énergétique, qui est en fait comment dire, un facteur comportemental, si je puis dire. C'est-à-dire que comment chacun, au quotidien, chez lui ou de manière dans des immeubles d'une manière générale, peut limiter la consommation. Alors, il y a des axes, il y a des solutions très simples qui sont diminuer la température, par exemple, de confort. C'est vrai qu'on avait l'habitude ces dernières années, à un prix de l'énergie qui était très peu cher, de chauffer à 21, 22 degrés facilement. Maintenant, effectivement, la sobriété encourage de ramener la température de confort à l'intérieur des logements aux alentours de 19-20 degrés, ce qui mécaniquement donc diminue la consommation et donc diminue le budget. Voilà, on a tous en tête les ordres de grandeur de environ 7% sur la redevance chauffage. Maintenant, chaque cas est particulier et est à étudier, mais c'est un des premiers axes. De mettre des réduits de nuit, effectivement, ça aussi c'est tout à fait rapide comme comportement. Et puis ensuite, c'est chacun a un côté un peu vertueux chez lui, c'est-à-dire que des choses simples, en mettant des rideaux épais aux fenêtres, permet d'isoler plus correctement son appartement. Évidemment, comment dire, si on met des tapis, d'aérer, bon, tout ça, c'est des choses tout à fait classiques. Sur la partie eau chaude sanitaire qu'il ne faut pas négliger, il y a effectivement du bon sens. Voilà. Si pour autant le prix du mètre cube de l'eau chaude augmente aussi de manière considérable, puisque c'est l'énergie nécessaire pour réchauffer un mètre cube d'eau qui détermine le prix du mètre cube d'eau chaude, et que pour le coup, très, très nettement augmenté. La bonne solution, c'est effectivement de réduire sa consommation d'eau chaude. Il n'y a pas de secret. On reste moins longtemps sous la douche. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, voilà, ça permet quand même de réduire de manière assez significative comment dire, la consommation au quotidien, et ça de manière individuelle. Ensuite, ce qu'on préconise, nous, donc, en matière d'efficacité énergétique, c'est la mise en place d'un contrat, ce qu'on appelle le contrat de performance énergétique. Alors, Daniel, on va revenir là-dessus juste après. Parce que je voudrais sur cette partie peut-être aussi sobriété énergétique faire intervenir aussi Stéphane Giacomoni qui aussi est un acteur de la sobriété, puisque en quelque sorte donc le comptage d'eau fait qu'on se responsabilise aussi sur sa consommation. Donc c'est vrai, justement, je voulais réagir un petit peu par rapport à ce que disait Daniel, exactement. pour compléter, parce que c'est vrai que c'est juste sur cette partie-là, déjà, c'est important. C'est intéressant, en effet, sur la partie, justement, les éco-gestes, en effet, dont parlait Daniel, et toutes les actions individuelles qui peuvent être mises en place, parce que c'est vrai qu'il y a pléthore, en effet, de gestes, que ce soit sur l'eau, sur le chauffage, sur la fameuse, en effet, sur le 1 degré qu'on peut éventuellement tous gratter un petit peu chacun pour dire, tiens, je vais réduire un petit peu cette consommation de chauffage. Sur mes consommations d'eau, je vais faire tel ou tel geste. Donc, il y a tout un tas de gestes, et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses maintenant, même de tutos, en tapant sur Internet, il y a tout un tas de solutions qui sont très, très intéressantes, qui reviennent un petit peu à la surface, mais qui sont assez efficaces sur tous ces petits gestes du quotidien qu'on va devoir finalement s'appliquer à tous, parce que voilà, on avait en effet pris de mauvaises habitudes avec cette eau et cette énergie qui était peu chère. Et c'est vrai qu'en effet, là, notre président a dit que c'était la fin de l'abondance. Oui, non, mais il y a un peu de vrai quelque part dans ces mots. Il y a de la vérité qui est claire. Et c'est vrai que pour pouvoir appliquer, en effet, c'est la difficulté, la copropriété, c'est en effet, comme l'indique son nom, il y a différentes personnes qui sont dans l'immeuble. Et pour que ces gestes soient efficaces, en effet, il faut que toutes les personnes payent, en effet, on en revient à ce que je disais au début, payent équitablement leur consommation. Donc, il faut qu'ils aient un appareil qui leur permet de payer leur consommation. Alors, pour la partie électricité, les personnes ont leur compteur propre. Donc là, la question ne se pose pas. Les éco-gestes doivent être faits, mais ils sont un petit peu autonomes vis-à-vis de la copropriété. Ceux qui ont des chaudières gaz qui leur servent à réchauffer leur eau chaude également, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de copropriétés qui ont du chauffage collectif et qui ont de l'eau chaude collective, de l'eau chaude sanitaire. Et là, en effet, ils doivent veiller en effet à avoir un compteur pour ceux qui n'en ont pas, vérifier que les compteurs tournent bien, vérifier les consommations. Ensuite, il y a tout un tas de choses
qui sont à faire pour veiller en effet à ce que chacun paye bien cette fameuse consommation à laquelle il essaie de faire attention. Et le législateur, d'ailleurs, pousse depuis 2016, c'est même Ségolène Royal qui avait dans son premier décret à l'époque. Je crois que c'est même de 2015, non? C'est ça, Oui, depuis 2015, ouais. Oui, parce que le Oui. décret d'application qui est venu un petit peu Oui. après, et qui poussait en effet pour qu'on individualise ces fameuses frais de chauffage. Des amendes même avaient été prévues, enfin sont d'ailleurs prévues, je ne sais pas pourquoi je parle à l'imparfait, les amendes sont prévues pour les immeubles qui ne s'équiperaient pas. Et donc, c'est vrai qu'il faut en effet, le législateur a compris il fallait compter finalement individuellement pour pousser les gens à faire des économies et rendre ces gestes, efficacité à ces gestes en tout cas. Alors moi, ce que j'ai vu là récemment, c'est que il y a une marge de manœuvre encore très importante pour l'installation de ces compteurs individuels. Parce que j'ai noté que seulement 20% des copropriétés étaient équipées, enfin celles qui pouvaient l'être, étaient équipées aujourd'hui. Donc voilà, et c'est depuis 2015 qu'on en parle. Ça n'a pas beaucoup avancé. Donc, c'est vrai que au niveau des copropriétés, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre puisqu'il faut, il faut une assemblée générale, il faut mettre ça à l'ordre du jour. Et donc, bon, jusqu'à présent, les copropriétaires n'étaient pas forcément conscients des économies qu'on pouvait réaliser grâce à ça. Surtout que l'investissement n'est pas très lourd et donc, ça peut être aussi une première étape pour mettre en place après une rénovation dont Daniel va nous parler, mais une rénovation qui peut être plus importante et plus globale. Donc Stéphane, par rapport à ce qui se passe en Assemblée générale, donc pourquoi justement pourquoi on n'arrive pas à engager plus les copropriétaires sur cette voie-là et à les convaincre que c'est une bonne opération? Il y a sûrement différentes raisons. Pour revenir un petit peu au départ, c'est que donc, une étude avait été faite il y a un certain nombre d'années par l'ADEME et avait indiqué que la pose de ces fameux répartiteurs de frais de chauffage qui ont fait débat et qui ont fait coller beaucoup d'encre générait une augmentation d'environ 15%. Et c'est vrai que j'ai dit que ça a fait couler beaucoup d'encre parce que c'est vrai que ces fameux appareils, les répartiteurs qui sont finalement des appareils qui ont été inventés, qui datent, parce qu'il y a une centaine d'années, cette formule de répartir les frais de chauffage avec ces appareils qui avaient un autre nom avant, mais date, donc la technologie date depuis longtemps, mais ça a été peu accepté par les copropriétés parce qu'il y a eu des controverses sur est-ce que c'était très fiable, est-ce que si, est-ce que ça, enfin, il y a eu tout un tas de débats, il y a des associations comme l'ARC qui sont rentrées dans le débat, qui ont un petit peu écrit tout un tas de choses là-dessus, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats et on a été, ce décret est arrivé un petit peu soudainement et les copropriétés ont eu l'impression d'avoir été un peu vraiment forcées à installer ces appareils, donc ça a été très très mal pris. Et donc forcément, beaucoup d'organismes se sont mis vent debout là-dessus donc, on en a beaucoup débattu et finalement, ces débats ont un petit peu pollué cette possibilité d'équiper les immeubles. Maintenant, ça s'inverse un petit peu. Bon, forcément, l'actualité, malheureusement, c'est vrai, pousse les gens à se dire, il va falloir qu'on prenne les choses en main. Donc, c'est vrai que le prix du gaz et de l'électricité explosant, les gens ont découvert que finalement, le gaz n'était pas gratuit, que l'électricité n'était pas gratuite. On a découvert tout un tas de choses. Le Covid aussi a fait découvrir tout un tas de choses. Et c'est vrai que maintenant, on voit des copropriétés qui ne parlent même pas forcément du décret, de l'obligation, mais qui se disent, nous, on est motivés. Comme pour l'eau, c'est vrai que c'était accepté pour l'eau de payer simplement l'eau qu'on consommait. On va dire, là, je prends ma douche, je paye simplement la douche, et mon voisin qui prend un bain, il paye son bain. Pour le chauffage, c'est en train de se mettre en place. On commence à prendre conscience de ça, mais c'est vrai que c'est long. Ouais, effectivement. Bon, on reviendra là-dessus. Donc, je vais quand même poser une petite question à Jérôme parce que Jérôme, il est là et puis il attend et il se dit mais quand est-ce que ça va être mon tour? Mais je suis un petit peu en marge quand même parce que c'est vrai que Voilà. c'est pas tout à fait mon domaine. Non, ça c'est clair. Mais bon, néanmoins, on va parler de l'eau aussi, donc et puis Stéphane va nous parler de l'eau aussi. Mais l'eau c'est important qu'elle circule bien dans les
les tuyaux, hein, ça fait aussi partie de ce qu'on attend des canalisations, hein, que ça s'écoule. Et ça, c'est aussi une source d'économie, puisque quand on a des soucis et que ça s'engorge bon, parce qu'on a parlé des eaux usées, mais il y a aussi des canalisations de chauffage, il y a aussi d'autres types de canalisations. Donc ça fait aussi partie de l'installation. Il faut que ça fonctionne bien. Et donc il faut pas toujours attendre non plus que il y ait des problèmes pour s'en inquiéter. Et c'est pour ça que je voulais que Jérôme fasse aussi un peu de prévention auprès de nos invités ce soir, pour expliquer l'intérêt de son action dans les copropriétés et en quoi vraiment c'est important de faire appel à ces services. Donc, Jérôme, si on peut revenir aussi sur la prévention et l'importance justement d'avoir une prise de conscience du bon état des canalisations. Donc oui, c'est vrai que moi, bon, dans mon domaine, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un petit peu en marge par rapport au sujet du webinaire aujourd'hui, parce que nous, on intervient pour curer les réseaux d'évacuation. Et si on veut être vraiment dans le sujet, c'est vrai qu'il y a une économie à faire. Et ce qu'on constate souvent, bon, il peut y avoir des fuites dans les copropriétés. Bon, ces fuites, en général, elles sont souvent sur des alimentations d'eau. Mais malheureusement, ce n'est pas notre domaine. Mais on constate souvent, parce qu'on fait appel à nous pour rechercher des fuites, donc au départ, les copropriétaires ne savent pas d'où proviennent ces fuites. Alors, quelquefois, ces fuites peuvent provenir d'une évacuation qui peut être cassée, mais dans la plupart des cas, il s'agit de fuites sur des alimentations d'eau. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose, on leur conseille donc d'entretenir toutes ces canalisations, justement, et ça peut permettre des économies quand même assez importantes. Alors ça, c'est une partie, tout ce qui est alimentation d'eau, dont on ne gère pas absolument pas. Notre métier, à l'inverse, c'est de nettoyer, curer tous les réseaux d'évacuation dans les copropriétés. Et on le fait on essaye d'inciter les copropriétaires à le faire de façon préventive pour éviter justement tout ce qui est refoulement, engorgement et les dégâts qui peuvent en découdre et de nombreux dégâts. Donc notre métier, c'est on cure tous les réseaux d'eau usée, eau vanne, eau pluviale, avec une méthode qui a son avantage, c'est que notre méthode aux ultrasons permet une consommation très faible au moment du curage. Très faible d'eau. Très faible d'eau, voilà. On est à peu près 17 litres d'eau à la minute contre un curage classique haute pression qui est à peu près à 40 litres. Donc c'est vrai que c'est un argument qu'on met aujourd'hui un petit peu en avant par rapport aux années précédentes, parce que on sent que les copropriétaires sont sensibles à la consommation d'eau aujourd'hui. Et donc, c'est un argument qui aujourd'hui peut faire la différence avec certains de nos concurrents. Ok. Bon, on reviendra sur le procédé après, Jérôme, parce que je pense que c'est important aussi d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, est-ce que Stéphane voulait rajouter quelque chose sur l'eau aussi, puisqu'on est encore sur l'eau? Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Alors sur l'eau, pour parler un petit peu en effet de ces fameuses consommations dont tout le monde a parlé et de payer sa conso, d'individualiser les consommations d'eau pour arriver à maîtriser, à réduire les charges de copropriété. Il y a cette fameuse individualisation dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure qui dit, en résumé, il faut s'équiper d'un appareil pour payer la consommation de son logement, donc d'un compteur d'eau, d'un compteur d'énergie thermique ou répartiteur en ce qui concerne le chauffage. Et donc ça, c'est la première chose. Donc c'est l'équité, on va dire, d'un logement à un autre. Et ensuite, il y a la deuxième partie que j'évoquais un tout petit peu en préambule, qui était de dire, voilà,
c'est bien de payer ce que je consomme, mais si je consomme trop ou si j'ai une anomalie de consommation, peut-être ce serait intéressant que j'ai cette information. Donc, ça peut être intéressant pour des personnes qui ne sont pas très vigilantes ou des personnes qui louent leur appartement ou des personnes qui ne vont pas forcément voir qu'ils ont une fuite ou une surconsommation dans leur logement. Nous, on va, par le biais de ces compteurs qui sont installés et par les nouveaux systèmes maintenant de télérelève de compteurs. Alors, les télérelèves de compteurs, ça parle un petit peu à tout le monde parce que il y a des sociétés comme EDF qui ont déployé sur l'électricité des compteurs Linky. Donc, on a un petit peu aussi découvert que les compteurs se relevaient à distance par le biais de ces appareils-là. Donc, ça se fait également sur l'eau, même si le procédé n'est pas du tout le même, mais le principe est le même. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir suivre les consommations un petit peu plus régulièrement. Anciennement, les compteurs étaient relevés manuellement une fois tous les ans ou tous les 6 mois, ou même avec certains systèmes radio, c'était relevé une fois ou 2 ou 3 fois par an. Et maintenant, avec des nouveaux systèmes qui s'appellent la télérelève des compteurs d'eau, il y a des centrales. Donc, c'est comme un boîtier, un concentrateur qui va être dans l'immeuble et qui va relever plus régulièrement les compteurs et qui va pouvoir déterminer si une personne dans son logement a une fuite, on va pouvoir envoyer des messages au syndic, au régisseur, et des actions peuvent être faites pour que les personnes puissent éventuellement faire réparer leur fuite ou connaître, avoir accès à cette information. Et ça, c'est vrai que ça change aussi le rapport à toutes ces données qui sont maintenant enrichies et pas simplement écrites une fois par an par la comptable pour envoyer les charges de copropriété. Exactement. Donc, ça permet d'avoir des alertes sur une consommation anormale et de se poser la question de savoir si, par rapport à une comparaison d'une consommation habituelle, qu'est-ce qui fait la différence et peut-être à ce moment-là de faire intervenir un expert pour voir s'il n'y a pas une fuite quelque part. Et à ce moment-là, on est dans la recherche de fuite. Et on trouve ou on ne trouve pas, mais voilà, c'est très important aussi de surveiller de près sa consommation Et la tendance, d'eau. elle est là-dessus. Donc, pour compléter, pardon, je coupe Isabelle, c'est que aussi le législateur, donc il y a un décret qui est sorti, qu'on pourra vous faire passer sur l'actu de mon immeuble, qui aussi pousse, d'ailleurs va rendre obligatoire cette fameuse télérelève des compteurs. C'est-à-dire que le décret dit que qu'en 2027, les immeubles ne pourront plus installer des compteurs en relève visuelle, ce qu'on appelle relève manuelle, et devront obligatoirement avoir des compteurs qui sont en télérelève. Donc, il y a cette deadline qui est donnée. Bon, ça nous laisse quelques années, donc il ne faut pas que les immeubles paniquent, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a quelques années qui sont devant nous pour pouvoir équiper ces immeubles. Et cela permettra aussi, un volet de ce décret indique aussi que les personnes, vu qu'on ouvre de plus en plus les données, vont devoir avoir un accès à leur consommation propre. Donc, même un copropriétaire bailleur devra, par le biais d'un portail web, pouvoir accéder à ses consommations d'eau et de chauffage individuel pour pouvoir potentiellement faire des actions, prévenir par exemple que son locataire a une dérive de consommation. Et on doit en effet maintenant cet accès extranet, et on doit même il est projeté dans le décret de faire une estimation de la consommation mensuelle du logement. Donc, on est en train d'enrichir ces données. Le législateur a compris qu'il fallait en effet donner accès à ces informations. Et c'est vrai que c'était un petit peu opaque avant. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est dans les charges. On reçoit son relevé de charge une fois dans l'année ou au mieux une fois tous les trimestres et on le paye. Et donc maintenant, le rapport change à ces données d'index. Voilà, donc alors on a Bruno qui nous demande où en est l'application des décrets de juillet 2020 qui faisait obligation d'envoyer aux clients la consommation mensuelle d'énergie à partir de janvier 2022. Donc apparemment, il n'a pas reçu sa consommation mensuelle, Bruno. Alors, s'il pose la question, c'est que… Tout à fait. Alors, c'est vrai que le décret, on pourra le relire ou échanger éventuellement avec Bruno dans le détail. Donc, c'est vrai que on ne peut pas envoyer un papier tous les mois avec la consommation mensuelle du logement. C'est vrai que la façon dont a été présenté le décret, ça peut vouloir dire ça. Mais après, quand on lit bien entre les lignes, on se rend compte qu'en effet, il faut que la personne ait accès à cette consommation. Donc, elle y a accès par son extranet. Nous, on le voit, c'est-à-dire que l'occupant peut accéder à sa consommation maintenant quasiment en temps réel, quasi journalièrement. Alors, la personne ne va pas aller tous les jours se connecter, elle pourrait presque sur notre plateforme. Et encore, il faut que l'immeuble ait été équipé avec une technologie récente
de télérelève, ce qui n'est pas le cas depuis les immeubles, parce que ça se déploie seulement depuis quelques années. Donc, tous les immeubles qui étaient anciennement en relève dite manuelle ou en radio-relève n'ont pas encore accès à cette technologie-là. Mais en effet, l'idée, c'est de dire, voilà, demain, d'ailleurs, les immeubles qu'on équipe depuis maintenant quelques années, on est en mesure de donner à un copropriétaire sa consommation mensuelle par son accès web, quoi, si vous voulez. Voilà, donc c'était par le syndic ou via le prestataire, et notamment voilà, via l'intranet que met en place le prestataire également. Et oui, exactement. Alors, Daniel voulait peut-être intervenir aussi, et puis je pense que Daniel, il voudra peut-être nous parler aussi des solutions qui sont mises en place par NJ Solutions, puisque dans NJ Solutions, il y a solution. Oui, alors c'est le deuxième, deuxième étage de la fusée. Donc, il y a la sobriété énergétique et le socle commun pour tout le monde. Hein. Ça, c'est un comportement, la gestion de son comportement individuel. Et ensuite, on a un certain nombre de solutions qui permettent à très court terme, à moyen terme ou à plus long terme de générer des économies. Encore une fois, ce qui est important, c'est le prix, on ne le maîtrise pas. Par contre, on peut maîtriser ses consommations et maîtriser donc les mégawattheures consommés, en fait. Donc voilà, donc on a plusieurs axes pour pouvoir de maîtriser et diminuer ces consommations. Donc dès l'instant où on a un contrat d'entretien simple des installations, par de simples petits réglages, des simples optimisations de performance, en mettant quelques IoT, c'est-à-dire une sonde de température qui permet de vérifier quand même la température intérieure des logements, permet de générer tout de suite quelques points d'économie. On peut même aller jusqu'à 8-10% d'économie assez rapidement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très significatif. Et ensuite, on a un panel, ce qu'on appelle d'actions de performance énergétique, c'est-à-dire que c'est des opérations, de travaux, de moyens humains, de techniques un peu innovantes qui permettent de générer plus d'économies. Alors, ça va dans un premier temps, par exemple, sur des moyens humains, c'est-à-dire de pouvoir équilibrer l'installation. Dès l'instant où on a aussi les moyens techniques de le faire, parler de la qualité des réseaux tout à l'heure, c'est ça, c'est effectivement, c'est de procéder à des opérations de désembouage, par exemple, et ensuite d'équilibrage des réseaux qui permettent d'homogénéiser les températures dans la résidence. Ça génère des économies tout à fait significatives. Ensuite, c'est également de pouvoir calorifuger donc, les installations, de pouvoir installer effectivement voilà aussi du calorifuge sur des points singuliers. Donc ça aussi, ça génère des économies d'énergie. Et ces dispositifs sont associés à ce qu'on appelle à des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire que c'est un accompagnement de la part du gouvernement à générer ces économies, ce qui diminue de manière significative les investissements. Ensuite, on a un certain nombre d'opérations plus complexes qui sont sur la modernisation de la chaufferie. Donc ça, c'est des opérations qui sont à planifier tout au moins peut-être de manière anticipée sur la prochaine assemblée générale de copropriété. Et là, on peut cibler jusqu'à 20% d'économie d'énergie parfois, donc en installant des chaudières tout à fait innovantes, en pouvant les piloter peut-être même à distance, et en tout cas en mettant un certain nombre d'indicateurs et d'objets connectés qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'informations et de pouvoir piloter donc, de manière très, très optimisée ces installations. Et ensuite, la dernière étape, c'est des opérations qui sont un peu plus longues, puisque c'est sur des pas de temps de décision de 2 voire 3 ans. C'est-à-dire, c'est vraiment le contrat de performance énergétique dans toute sa splendeur, où on attaque à ce moment-là le bâti, l'isolation, l'étanchéité, on regarde les systèmes de ventilation. Ça, c'est des opérations qui, tout cumulé avec ce que je viens de dire précédemment, on peut arriver jusqu'à 40-50% d'économie. Qui sont liées avec des subventions de la part du gouvernement, donc par exemple MaPrimeRénov'. Et donc ça, effectivement, seront des opérations que on travaille avec des partenaires de manière assez importante. Donc, les ordres de grandeur, on les a un peu tous en tête. C'est pour une rénovation globale, on est sur la base de 20 à 25 000 euros par logement en moyen à peu près. Donc voilà, on ne parle pas nécessairement de retour sur investissement, quoique maintenant, compte tenu du prix d'énergie, si on va chercher 40% d'économie d'énergie sur un prix de gaz qui est très cher, du coup, la rentabilité est plus rapidement au rendez-vous. Bon, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est
on n'en parle pas, je trouve, assez, en tout cas, ce n'est pas nécessairement assez quantifié, c'est la valorisation d'abord du patrimoine, premièrement. Donc, effectivement, hein, on sait bien que lorsqu'on achète ou on vend un appartement, eh ben, on regarde effectivement quels sont les travaux à venir et la valeur ajoutée d'une résidence bien entretenue et économiquement maîtrisée, bah, effectivement, ça donne de la valeur à l'appartement. Et inversement, on a le cas, nous, dans un immeuble sur lequel on a participé à cette rénovation donc, globale, où la qualité de vie intérieure de la résidence, eh ben, on est plus heureux de vivre dans un environnement qui est bien entretenu, qui est propre et qui a été rénové, que dans quelque chose qui est… Alors, voilà, une fois qu'on a dit ça, évidemment, mais c'est la réalité. Et de nos jours, c'est pas mal aussi, ça. Donc, exactement. Donc, il y a les économies d'énergie, mais il y a aussi le confort et puis aussi, j'ai entendu aussi dire qu'il ne fallait pas trop chauffer les appartements, donc ça tombe bien. parce que ce n'est pas forcément très bon pour la santé, du fait que il y a plus d'humidité et c'est pas très bon, l'air n'est pas forcément bien renouvelé, ça peut créer des moisissures, des choses comme ça. Donc en fait, si on chauffe trop et qu'on n'aère pas, ça peut être très compliqué après, hein, voilà. Et plus l'interdiction, comme dit Bruno, je vois effectivement dans le chat, où effectivement, la réglementation va interdire de louer des appartements qui sont des passoires thermiques, hein, c'est évident. Hein. Donc, il y a une contrainte donc, sur cette thématique, effectivement. Donc, il faut s'occuper de nos appartements, il faut s'occuper de la maîtrise de l'énergie, il faut s'occuper des consommations, ça c'est sûr. Et il y a des solutions, donc voilà. Pas hésiter à se faire accompagner. J'ai vu dans le chat un certain nombre de questions, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur le CPCU. Alors, il y a toute une série de questions là-dessus. Bon, je sais pas si… avec plaisir pour échanger avec, exactement. avec la bonne personne. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bon, on peut rentrer dans le détail. Hein. CPCU, pour le coup, au-delà de la bonne ou la mauvaise image que j'ai vue dans le chat, ça, on peut en discuter. Le fait qu'ils ne gagnent pas d'argent, ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils en gagnent quand même un peu, que la ville de Paris est pourtant vigilante. Ce qui est intéressant quand même sur les réseaux de chaleur, d'une manière générale, et CPCU aussi, c'est que le prix de l'énergie est quand même relativement stable sur un réseau de chaleur. CPCU n'a pas augmenté ses prix depuis des années. Alors vous allez me dire, il les avait augmentés de manière considérable il y a quelques années, donc voilà, ça n'est qu'un effet de rattrapage, soit. Sauf que là, on est sur un prix qui est plutôt très compétitif. Et d'ailleurs, CPCU ne peut pas faire face à toutes les demandes de raccordement pour l'instant, parce qu'évidemment, tous les gens qui sont en gaz sur Paris disent moi aussi, je veux être raccordé au réseau de chaleur. Voilà, c'est bon. Maintenant, comment calculer aussi le prix du mètre cube d'eau chaude? Vous avez raison, monsieur, c'est une donnée importante. Donc ça, on pourra rentrer dans le détail. C'est comment on fait pour calculer le prix du mètre cube d'eau chaude. On regarde quelle est la quantité d'énergie nécessaire pour réchauffer justement ce mètre cube, et notamment en été, puisqu'en été, il n'y a que la consommation pour l'eau chaude sanitaire. Donc, l'énergie qu'on a consommée en été correspond juste à la fabrication de l'eau chaude sanitaire, et ce qui nous donne ce qu'on appelle un petit Q, c'est-à-dire la quantité d'énergie pour réchauffer ce mètre cube, associé à un prix, ça vous donne le prix. Donc, on est aux alentours de 10-12 euros pour le CPCU, sans rentrer dans le détail. Pour l'instant, hors bouclier tarifaire sur le gaz, on est plutôt proche des 30 euros. Donc ça devient… Voilà. Alors après, il faut pouvoir se faire accorder, hein, donc ce qui est pas toujours possible. Et ensuite, les coûts d'installation de raccordement sont très élevés, d'après ce que j'ai compris. Alors, ils sont très élevés. CPCU, pour le coup, pour l'instant, en prend une grande partie à sa charge. Alors, effectivement, ça dépend si, le réseau passe sur un pâté de maison ou très proche. À ce moment-là, CPCU est capable de faire un certain nombre d'efforts. Ils seront capables aussi de faire un effort significatif parce que la concession de CPCU arrive à son terme en 2025. Donc, du coup, il y a un schéma directeur qui est remis en place avec la ville et un plan de développement très important. Donc, là aussi, il va y avoir des choses intéressantes à faire. Bon, voilà. En fait, chaque cas est particulier pour les raccordements de CPCU. Voilà. Il faut les contacter. Et puis, on n'a personne pour en parler ce soir. Donc, c'est difficile de parler à la place des spécialistes en la matière. Hein, c'est pas simple. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de questions là-dessus, puisqu'on ne les avait pas forcément eues en amont. Donc, bon, c'est la surprise du live. OK. Alors, il y a aussi quelques questions pour Stéphane sur les répartiteurs. Hein. Donc, il y a Jean-Marie qui pose des questions.
Dans une installation monotube dérivée avec radiateur, les répartiteurs sont-ils obligatoires? Les conditions de pose et détermination des calculs doivent-ils clairement être définies par le prestataire en charge de la pose? Alors, pour Voilà. répondre, oui, je l'ai vu en effet Oui. cette question tout à l'heure. J'avais répondu dans le chat à cette personne quel était son type de robinet. Alors, on Ah, pourra regarder ce cas-là en particulier, mais c'est vrai que d'accord. sur les répartiteurs, il faut que la personne puisse en effet, il faut voir comment il fait son installation, il faut que la personne puisse régler en effet l'appareil de chauffage, donc lui demander quel type de robinet il avait sur son installation, donc à voir si vraiment il a une possibilité de réglage ou non, parce qu'il y a certaines installations qui n'ont pas vraiment de possibilité de réglage dans les immeubles. Donc, en gros, on ne peut pas vraiment ajuster la consommation du logement. Et dans ce cas-là, en effet, le répartiteur, il n'est pas possible d'être installé parce qu'on ne peut pas jouer finalement sur le plus ou le moins de son logement. Donc, ça, on peut voir ce cas-là en off ou là-dessus avec. Voilà, c'est vraiment plaisir. là, c'est au cas par cas, hein. Voilà, C'est exactement. Et, difficile comme ça de donner une réponse à la voilà. volée. Et je voulais réagir sur les petits gestes pour compléter encore ce que disait Daniel Salomon, parce qu'il parlait tout à l'heure des petits boudins, en effet, qu'on pouvait mettre derrière les portes, des gestes, en effet, qu'il fallait qu'on adopte ou des petits gestes, ou voilà, des Les recettes rideaux de épais, grand-mère, j'ai vu voilà, ça des rideaux dernièrement, épais, voilà. des choses comme ça. Donc, il y a tout un tas de choses. Et nous, on a remarqué, bon, c'est peut-être spécifique aux compteurs d'eau individuels ou au marché des compteurs d'eau individuels ou la façon dont il est construit, c'est que donc, il y a tous ces gestes-là sur lesquels il y a des économies à faire, en effet, pour réduire sa consommation. Et on s'est rendu compte aussi que sur nous, par rapport au marché, voilà, qu'on arrivait à gagner sur certains immeubles, que on conseille maintenant aux gens pour finalement réduire aussi leur consommation d'eau, mais aussi leur charge, de regarder leur contrat. Alors, c'est très basique ce que je vais dire, mais bon, on s'est rendu compte, nous, quand on équipait des immeubles ou quand on remplaçait des vieux compteurs, qu'on était sur des contrats qui étaient très, très anciens. Alors, il y a quelques sociétés qui sont en place, qui ont des contrats qui datent de plusieurs dizaines d'années. Et on s'est rendu compte qu'en regardant ces contrats, il y avait là aussi des économies à faire. Alors, l'idée, ce n'était pas forcément de mettre le prestataire dehors pour dire, voilà, vous êtes trop cher, on vous met dehors. Mais on donne comme conseil aux gens de dire, voilà, alors, par le biais du conseil syndical ou même en tant que copropriétaire, ressortez vos contrats de location de compteurs d'eau qui sont parfois exorbitants et qui sont plus du tout adaptés au marché. Et ça permettra deux choses. Soit en effet de renégocier avec votre prestataire si ça se passe bien avec lui, parce que si vous êtes content du prestataire, peut-être renégocier un bon tarif avec lui. Là, il y a des grosses économies à faire. C'est assez surprenant. On peut diviser sa facture de location de compteur par deux, même parfois, ou même parfois par trois. On a vu des choses assez étonnantes. Ou éventuellement, si vous n'êtes pas content de ce prestataire, c'est l'occasion d'en contacter un nouveau, peut-être nous, peut-être un autre, pour remettre un peu en concurrence ce contrat-là. Mais par rapport à d'autres domaines comme les assurances, comme les ascensoristes, comme tout un tas d'autres, l'entretien d'espaces verts ou autres, on s'est rendu compte qu'il y avait une particularité sur les contrats de location de compteurs d'eau qui était voilà, un petit peu les oublier. Alors peut-être que le fait que le compteur d'eau soit au fond du placard, dans la salle de bain cachée, on ne fait pas forcément attention à ce contrat, mais il y a très très souvent des contrats sur ces compteurs d'eau et ça vaut vraiment ça vaut le coup d'œil en tout cas, d'aller fouiller un petit peu là-dedans. Il y a des belles économies à faire, des belles surprises. Voilà. D'accord. C'est un peu Vraiment hors débat, mais intéressant. bon, voilà, ça fait partie Non, des non, mais économies c'est quand bien. même, même si c'est On lié au compteur on d'eau. est Donc, dans les on trouve toujours économies, hein, des donc petites astuces avec mon immeuble pour voilà, des petites idées ou des petites astuces rigolotes exactement. et des choses Alors, intéressantes. parfait. Alors, avant de revenir à Daniel, je voudrais quand même que Jérôme nous explique un petit peu de la façon dont il procède dans les immeubles et sa technique assez innovante qu'il met en place pour faire tout décoller dans les tuyaux, hein. Ça décolle, ça décolle avec Jérôme. Donc, voilà. Dégrasse, dégrasse les canalisations. Ça décrasse, oui. Alors, un petit mot, Alors Jérôme. après, oui, un petit mot bon, sur notre Mm. procédé de curage. En fait, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tous les réseaux d'évacuation, dans les copropriétés, au fil du temps, ça s'encrasse, que ce soit les colonnes ou les collecteurs, hein. Et donc, il y a une couche qui va se former à l'intérieur des canalisations. Et au fil des années, cette couche, elle va augmenter. Donc, ce qui fait que au départ, vous aviez un réseau d'évacuation avec un diamètre 100 et au bout de 20-30 ans, votre réseau ne fait plus qu'un diamètre 50. Et donc, ça crée ça crée des désordres d'écoulement.
Donc nous, notre but, quand on intervient dans une copropriété, c'est de curer l'ensemble du réseau d'évacuation. Ça concerne donc les eaux usées, cuisine, salle de bain, les eaux vannes, ce sont les WC, et quelquefois aussi les eaux pluviales. Notre procédé, c'est un procédé qui n'est pas en haute pression, c'est un procédé aux ultrasons, donc qui nous permet de curer tout type de canalisation, que ce soit de la fonte, du PVC ou du grès. Avec l'avantage, c'est on n'endommage jamais les canalisations, et surtout, pendant notre intervention de curage, ça ne les fragilise pas, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de dégâts au moment où on intervient. Alors en fait, notre procédé, c'est, pour faire assez schématique, c'est en fait, on a une pression assez forte au niveau de nos véhicules, au niveau de nos groupes pompes qui fait à peu près 800 bars. On utilise des buses avec des jets extrêmement fins, et si vous voulez, c'est ces deux facteurs qui font qu'au moment du curage, ça ne fragilise pas, enfin, ça n'endommage pas les canalisations parce qu'on a un volume d'eau très limité et des jets suffisamment puissants du fait qu'on a une pression à peu près de 800 bars qui nous permet de désagréger en fait toute la matière qui va se trouver à l'intérieur des canalisations. Alors, principalement, c'est du tartre pour des canalisations d'eau vanne et tout ce qui est matière graisseuse, visqueuse pour tout ce qui est salle de bain, cuisine. Donc, donc voilà, pour ceux qui nous regardent ce soir, qui nous écoutent, donc si vous n'avez pas connaissance d'une intervention sur vos canalisations pour vérifier qu'elles sont en bon état, ben, faites-le parce que vous avez certainement dépassé les 10 ans, les 15 ans ou les 20 ans d'entretien et vous risquez du jour au lendemain d'avoir un problème de ce type. Et à ce moment-là, c'est des frais qui ne sont pas du tout les mêmes puisque, n'est-ce pas, Jérôme, c'est une autre histoire. On insiste beaucoup, si vous voulez, auprès des copropriétaires sur l'aspect préventif du curage, parce que généralement, on fait appel à nous lorsqu'il y a des refoulements, lorsque ça déborde, et souvent il est trop tard. Et quand on fait le calcul de toutes les interventions de débouchage qui ont pu se produire pour le week-end en astreinte, et quand on additionne toutes ces interventions, ça représente une somme assez importante. Faire du curage préventif comme on le préconise, c'est justement limiter ces frais qui pourraient être évités. Et donc, ça permet aux copropriétaires de faire des économies. Donc, nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est un curage à peu près tous les 10 ans. Voilà. Donc, un curage tous les 10 ans, ça permet de conserver un réseau d'évacuation en bon état. Ça limite considérablement les engorgements. Et ça permet aussi aux copropriétaires d'avoir un budget maîtrisé. Parce qu'ils savent que tous les 10 ans, voilà, il y a un budget qui peut être consacré au curage. Jérôme, on nous demande si c'est possible sur de vieilles canalisations en plomb. Alors nous, on n'intervient pas sur c'est que des évacuations. Donc en fait, c'est assez rare. C'est assez rare d'avoir des canalisations d'évacuation en plomb. En général, c'est plutôt de la fonte ou vraiment sur des immeubles haussmanniens, on est quelquefois sur du grès. Mais du plomb, sur des évacuations, c'est très rare. Voilà, réponse. Alors, il y a Sylviane qui demande de quel diamètre les fontes. Alors, je ne sais pas si je sais pas ce qu'elle veut dire par là. On peut curer les diamètres, en fait, les fontes, c'est à peu près, ça démarre à peu près un diamètre 70. Après, ça peut aller au-delà de 200, 250, 300. C'est à peu près tous les diamètres. En général, dans une copropriété, le diamètre le plus commun, c'est le diamètre 100. Voilà. Et on a Pierre aussi qui nous demande: intervenez-vous sur des canalisations cassées ou fissurées ou trouées? Alors ça, c'est une deuxième phase, en fait. C'est-à-dire que quand on est en présence de canalisations qui sont endommagées,
il y a deux solutions. C'est soit si la canalisation elle est facile d'accès, apparente, vous pouvez la faire changer. Vous faites changer que le tronçon. Là où ça se complique, c'est quand les canalisations sont encastrées, quand elles sont coffrées derrière dans des cuisines, dans des salles de bain où ça a été recarrelé. Et là, effectivement, si vous voulez changer le tronçon, ça nécessite de gros travaux. Donc, il existe une technique, ça s'appelle le chemisage. Et là, en fait, on va réparer la canalisation de l'intérieur. En fait, pour faire assez simple, c'est une sorte de résine qui va être introduite dans la canalisation en fonte avec une technique bien particulière, et ce qui va permettre de réparer cette canalisation sans casser du carrelage, de faire de gros travaux dans les logements. Voilà, exactement. Je pense qu'on a répondu à toutes les petites questions ici ou là. Alors, Daniel, peut-être quand même, parce que bon, moi, je trouve ça vraiment intéressant, ce contrat de performance énergétique, puisque là, on n'est plus dans les obligations de moyens, mais on est dans les obligations de résultats, et ça va dans l'air du temps. Donc, peut-être encore un petit mot par rapport à ça, parce que bon, on l'a survolé. Alors, merci. Oui, en fait, la définition même du contrat de performance énergétique, c'est j'ai une situation de référence, c'est-à-dire que je sais exactement ce que je consomme. Je fais des actions de performance énergétique plus ou moins importantes et je mesure le résultat. Voilà. Ça, c'est un contrat de performance énergétique. Et à l'issue de ça, on peut s'engager sur des partages d'économies, de la prise en charge de surconsommation et ce qu'on appelle un engagement donc, de cible de consommation. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, c'est-à-dire votre immeuble va consommer 1000 MWh, on fait un certain nombre d'actions de performance, on va consommer 900, et à la fin de l'année, on regarde quelle est la réalité. Voilà. Soit on est au-dessus, et à ce moment-là, on peut évoquer la prise en charge des surconsommations parce qu'on s'engage là-dessus. Nous, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est un engagement sur la performance énergétique. Si on fait plus d'économies, il y a des règles de partage qui peuvent s'installer. Ça, je trouve que c'est très intéressant et on peut faire ça à toute échelle. On n'est pas obligé de partir sur des énormes travaux avec des centaines de millions d'euros oui, parce que il y a une époque où ça avait une connotation comme ça sur des gros travaux. Voilà. Alors, le vrai contrat de performance énergétique, c'était d'abord c'était des PPP, des contrats de partenariat public-privé, ou sur des universités, des collèges, ou des très grosses résidences. On faisait plein des centaines de milliers, voire des millions d'euros de travaux. Bon, ça, c'est vrai que c'est le contrat de performance énergétique. Mais on peut réduire la voilure et puis faire des petites actions. Et là, c'est un contrat avec un engagement d'efficacité énergétique, sans galvauder le terme. Et à ce moment-là, on regarde ce qu'on consommait avant, on fait des travaux, on mesure et on voit la réalité. Donc voilà la vraie situation. Et parallèlement à ça, on peut évidemment accompagner. Maintenant, il y a tout un certain nombre de possibilités de financement, d'accompagnement dans la durée de ces opérations, de ces actions de performance énergétique. Donc, il faut vraiment s'y intéresser. Il faut regarder. En tout cas, il faut se poser la question. Il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Ça va jusqu'à l'installation des répartiteurs, ça va jusqu'à installer des mousseurs sur la robinetterie. Il y a plein de petites actions qui font que, cumulées, on va quand même, au moins, on gère. Voilà, au moins, c'est maîtrisé. Maintenant, exactement. Oui, alors bon, on était quand même aujourd'hui dans les économies eau et énergie, donc vous l'avez compris. Donc on a dressé le tableau, on a expliqué que la situation n'était pas favorable aux consommateurs et que donc de fait il fallait se responsabiliser et on est incité à le faire, notamment parce qu'après il faut payer la facture. Donc, tout le monde est bien conscient de la situation. Et il y a les petits éco-gestes, il y a la sobriété énergétique, il y a ce qu'on peut faire pour maîtriser sa consommation et suivre sa consommation. Et il y a aussi la rénovation, entretenir les installations, entretenir les canalisations,
voir dans quelle mesure on peut apporter, bien sûr. Alors après, on n'est pas dans les travaux de rénovation lourds ce soir, mais bon, il y a au niveau de l'eau et du chauffage un certain nombre de solutions qui vous permettent d'être très efficace, puisqu'on est dans l'efficacité énergétique, donc on cherche de l'efficacité à tout prix. Et c'est important. Alors, il y a des fois des questions qui m'étonnent parce que bon, il y a Jean-François qui demandait à quoi l'entretien des canalisations d'évacuation permet-il de faire des économies d'eau. Oui, en fait, ça fait faire des économies tout court, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est important au niveau de la sinistralité, effectivement, au niveau des assurances. Et on a parlé d'économie d'eau au niveau du procédé aussi, puisque bon, ça permet aussi d'être un procédé tout à fait écologique. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vous a présenté ce soir contribue à ces économies, hein, bien entendu. Donc on n'a pas forcément pu répondre dans le détail à certaines comparaisons entre différents types d'installations de chauffage, puisque c'était pas non plus là, on ne cherchait pas ce soir à vous proposer une solution par rapport à une autre ou une énergie par rapport à une autre. Hein, c'était pas ça le sujet. Donc, bien sûr, on n'est pas dans les comparatifs d'énergie ou de changement d'installation ou de conversion de chaudière. Donc, c'était pas le sujet de ce soir. Voilà. Après, bon, il y a des questions sur l'isolation thermique, il y a des questions sur… Bon, c'est sûr que bon, là, on n'était pas non plus dans les travaux de rénovation énergétique ce soir. Donc, j'espère qu'on a répondu quand même à l'ensemble de vos questions et on arrive bientôt à la fin de notre session. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais demander à chacun comme je le fais traditionnellement, de nous donner son mot de conclusion, le mot de la fin, pour que chacun apporte son petit mot pour qu'on puisse clôturer cette session de la bonne façon. Alors, Daniel, peut-être un petit mot de la fin. Volontiers. D'abord, merci pour cette participation et ces échanges. Effectivement, bon, le prix de l'énergie, on ne le maîtrise pas, et c'est clair, et on ne le maîtrisera pas. Voilà. Et on voit même que se bagarrer auprès des fournisseurs, on s'aperçoit que ça fait faire des économies très minimes. Donc voilà, donc le sujet n'est pas sur le prix d'achat de l'énergie globalement, malheureusement. En tout cas, il est sur notre capacité à pouvoir gérer nos consommations. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser, réfléchir, demander de vous faire accompagner, soit par des énergéticiens ou des exploitants tels que nous ou d'autres, soit par un bureau d'études. Il y a plein de gens qui savent bien faire. Maintenant, ensuite, ce qui est important aussi, c'est de trouver le partenaire qui puisse s'engager sur ces économies. Parce que ce n'est pas le tout de dire je vais faire 15-20% d'économies. Il y a plein de gens qui savent dire plein de choses, mais quand il faut y aller et qu'il faut s'engager et réaliser les travaux, ça devient plus compliqué. Donc voilà, faites-vous accompagner, mais ayez ça en permanence en tête, maîtrisez vos consommations. Très bien, ouais, je suis tout à fait d'accord, j'approuve totalement. Donc, Alors, moi, donc, je vais rebondir Stéphane. encore sur les 15-20%. Je vais rebondir sur un chiffre Oui. pour clôturer sur les 15-20% en effet, dont parle Daniel. C'est dire en effet très juste, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas en effet le coût global de l'énergie, mais on peut maîtriser au moins son action et sa conso individuelle. Et c'est vrai que l'individualisation et le fait d'installer des appareils, on est dans ces chiffres-là, de pouvoir dire voilà, je peux potentiellement moi réduire ma consommation de chauffage de 15-20%. Alors, le prix global ne sera pas réduit peut-être de 15% quand la copropriété, mais au moins mes actions, les choses que je mettrai en place feront que moi, ma consommation personnelle, alors c'est très individualiste, mais il faut l'être un peu pour que ces actions soient payantes. Donc, des choses sont réalisables dans ces 15-20%, c'est un chiffre raisonnable qu'on peut essayer de se donner, ou peut-être un objectif, pourquoi pas, dire tiens, 2023, je vais essayer de réduire de 15% ma facture individuelle de chauffage. Ça peut être un bel objectif, peut-être pas un vœu, mais pourquoi pas. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut s'engager soi-même aussi déjà, hein, avant de demander aux Tout autres à de fait. s'engager. Il faut déjà s'engager soi-même. C'est important. Il faut être moteur et motivé. Tout à fait. Alors, un petit mot de la fin, Jérôme.
Oui, alors merci à tous pour ce webinaire. Alors moi, mon petit mot de la fin, c'est vrai que je suis pas expert, enfin comme Daniel et Stéphane sur l'énergie. Oui, sur l'énergie, oui, bien sûr. Juste pour rebondir, c'est vrai, à la question en quoi l'entretien des canalisations d'évacuation permet-il de faire des économies d'eau? Malheureusement, non, c'est vrai que ça ne permet pas de faire des économies d'eau. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est plutôt sur le fait de faire du préventif, où là, on peut faire des économies par rapport à des frais qui seraient engagés de façon inutile. Donc, ma question, pour le petit mot de la fin, c'est plutôt si vous constatez à un moment donné une mauvaise évacuation, vous commencez à avoir des refoulements, n'hésitez pas à faire appel à nous pour qu'on vienne faire un état des lieux et vous proposer des solutions. Oui, alors bon, c'est vrai que sur la partie recherche de fuite, bon, il y a forcément des économies d'eau à faire, hein, ça c'est clair. Voilà, hein, ça c'est sur cette partie-là, donc c'était aussi ça que j'avais envisagé. Donc Les c'est sûr recherches de que fuite, malheureusement, c'est vrai que oui. les recherches de fuite, on est malheureusement pas spécialisé sur les Vous n'êtes pas alimentations d'eau, spécialisé. c'est plutôt nous sur les évacuations. Oui, c'est ça. Mais Et bon, là, c'est nous, vrai que. on Mais constate par contre, c'est aussi sûr des que fuites aussi sur des réseaux d'évacuation, des réseaux pas d'évacuation. forcément que sur les alimentations d'eau. Mais c'est vrai que quand on a des alertes de consommation anormale, bon, bah, forcément, on s'intéresse aussi à ça. Voilà, on s'intéresse à ça. Bon, bah, écoutez, si tout le monde est d'accord, je vais officiellement clôturer ce webinaire. Je vais aussi, parce que ça va être le dernier de cette année. Donc, et oui, je vais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous, puisque le site continue, bien entendu, on continue à mettre de l'actualité, mais on va bientôt arriver dans les festivités et dans les congés. Donc, on reprendra, comme on l'a dit, les webinaires en janvier. Et donc, il y aura encore une newsletter la semaine prochaine. Donc, il y aura encore des informations qui circuleront. Mais on ne se verra pas. Donc, je voulais j'espère que ce petit bilan de fin d'année est aussi intéressant à tout point de vue pour faire un peu le point sur ce qu'on a fait de bien ou ce qu'on n'a pas fait de bien et ce qu'on voudra améliorer pour la suite. Donc, ça va peut-être vous donner des objectifs aussi à tenir pour 2023. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes, de profiter de ces petits moments en famille, de vous ressourcer, de vous reposer. Et puis, faites attention à vous parce qu'il fait très froid. Donc, protégez-vous du froid. Et puis, je vous dis à très vite, à bientôt. Et Merci. puis, on est toujours là, quoi qu'il arrive, pour vous répondre et aussi pour vous conseiller, vous accompagner tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et à consulter les bons articles qu'on produit tous les jours. Et vous retrouverez également nos partenaires qui étaient présents ce soir et qui sont aussi dans les pages de mon immeuble et dont on suit l'actualité le plus possible et de l'actualité, je peux vous dire qu'il y en a en ce moment. Donc, voilà, ça continue. Bon, merci à tous. Merci pour votre expertise, votre temps, vos conseils. Voilà. Merci Gladys également d'être restée avec nous. Et puis, je vous dis à bientôt dans les pages de mon immeuble. Au revoir à tous. Au revoir.